Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo sur la construction de la base EBF 01. Donc cette vidéo sera un peu spéciale parce que j'ai sûrement la faire entre plusieurs parties de construction de corps. Comme le corps était la partie 2 avec point 1, point 2. Donc ça, ce sera quelque chose qui a trait aux manches. C'est la construction du truss rod que je vais faire pour la première fois. Avant, j'utilisais des truss rods que j'achetais. Vous pouvez voir ça dans d'autres vidéos, j'en parle souvent, mais il se trouve qu'ils sont pas facilement trouvables. Donc je vais essayer d'en faire à partir de pièces que je trouve à la fois aux États-Unis et une espèce de barre en métal de 5 mm ronde. Et je vais faire mon truss rod à partir de ça. Donc là, ce que je vais prendre, c'est du 5 mm pour faire mon truss rod. Donc il y aura juste le filetage qui sera un peu plus petit que le truss rod, mais c'est à peu près ce qu'il va vous falloir. Le truss rod que j'utilisais avant, c'était du 4,70, donc 5 ça ira. Donc c'est parti, on y va. Donc au final, pour commencer, comme c'est la première basse short scale que je fais, il va falloir que je trouve la longueur vraiment de la touche. Donc là, j'ai mon gabarit vraiment précis de touche Gibson. Donc il va falloir que je trouve exactement le nombre de cases, parce que je pense qu'il y a plus que sur une EB originale. Donc c'est ce que je vais voir en premier. Et après, il faudra que je fasse correspondre ça au plan pour voir s'il est bon. Et s'il n'est pas bon, il va falloir que je dessine moi-même sur la touche et sur le manche la longueur de la touche, puisque en fait, si on regarde sur le plan, toutes les Gibson vont avoir l'ancrage du truss rod à un endroit spécifique qui est ici, à peu près, donc un peu avant la fin de la touche. Donc si on voit la touche là, en général, c'est au niveau de l'avant-dernière case. Donc après, mon truss rod il sera fait de manière un peu spéciale. Donc je vais d'abord vous montrer ce que je vais utiliser. Donc en fait, il va nous falloir, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il va nous falloir une tige en métal. Celle-ci fait 5 mm. Voilà, j'ai commencé à essayer de faire le filetage, mais comme j'avais pas de porte-filière, c'était un peu compliqué. Et donc il va falloir savoir quelle distance, quelle taille je vais avoir. Mais avant tout, pour le faire, il faudra ça, parce que je vais faire d'une manière spéciale. Donc je vais faire ceux qui sont faits avec, je sais pas exactement comment on le dénomme en américain, mais il y a juste un bout de tôle ondulé, et donc ça, en fait, vous prenez votre truss rod, vous utilisez votre filetage de, hop, je sais pas si je vais réussir à le voir comme ça, hop, c'est de l'autre côté, est-ce qu'il veut bien, hop, de 3,16 32, donc c'est 10,32 normalement. Voilà. Et donc ça vous permettra de pouvoir utiliser ces filetages là. Ça va être un peu compliqué si je fais ça. Hop. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien là. Donc ce qu'on peut appeler une slug ou un barrel. Après, on va avoir donc c'est l'ancrage du coup du truss rod qui sur notre plan arrive à peu près là. Ce sera peut-être différent pour le mien. Après on a ce qu'on appelle la demi-lune, donc qui va servir quand vous vissez le truss rod, que la vis rentre pas dans le bois et que le truss rod agisse de la meilleure façon possible. Et en dernier, sur la très bonne préparation, on a, hop, je sais pas où il vise, voilà, donc on va voir notre vis. Et donc comme c'est du pas de vis américain, il vous faudra du coup une filière spécifique, comme je vous l'ai montré. Donc celle-là, vous pouvez la trouver, je pense, sur eBay. Donc vous cherchez exactement 3/16 avec -32. Et vous devriez tomber sur
sur ce que vous cherchez. Déjà, on va regarder le plan. Toujours trop grand, c'est trop. Et on regarde si ça va. Et du coup, celle-là, ça doit être plus du 30.2. Donc on va rester sur 30.5 puisque c'est ma règle à guider la SIG dans le la matrice spéciale pour faire pour bien scier droite les frettes. Donc je vais rester sur ça. Donc le diapason sera légèrement plus long que sur le plan. Donc je peux pas prendre le plan pour faire ma touche. Donc par contre je peux déjà voir où la touche doit s'arrêter, le nombre de cases. Donc on va dire que c'est celui-ci, voilà. Et on met un trait. Et donc là, c'est la fin de la touche. Donc comme ça, je sais où me repérer. Là c'est la fin de la touche et là c'est la dernière frette. Donc sachant que en fait en général pour les couper moi, je prends ce qui est censé être la frette d'après et je coupe la planche là. Dans cette étape, je dessinerai aussi le manche pour à peu près voir à peu près le truss-rod dessus. Parce que je trouve ça plus confortable de travailler de cette façon-là. Donc là, il va falloir que je choisisse le côté que je vais prendre. Je vais essayer de prendre le côté qui est le moins abîmé. Même si, évidemment, le manche est moins large au niveau de la tête. Il faut que je vois ça un peu. Prendre ce côté-là. Et donc ce que je fais, c'est prendre à peu près la longueur de la tête. Comme le manche est très long, bon là ce que vous voyez c'est qu'il faudra rajouter des ailes sur le côté, hein. C'est comme chez Gibson, en général on prend un manche avec une largeur un peu plus fine. Déjà ça vous coûtera beaucoup moins cher. Parce que là c'est du 1200 par 6. Voilà, donc en fait ça sera juste pour la fin de mon manche. Mais ça ira complètement bien au final. Et là, je vais laisser un peu plus d'espace que ma tête. Et je vais marquer ici ce qu'il faut pour le faire. Donc c'est un marquage théorique, hein. Ce ne sera pas exact. C'est pour me repérer à peu près. Donc j'aurais pas dû faire ça. Parce qu'après, il va falloir que je prenne une équerre. Faire ça le mieux possible. Hop. Je prends le milieu comme référence et hop. Ça c'est une mesure approximative de ce que ça fera, hein. C'est la dimension qu'il me faut sur la tête. Et comme vous le voyez, la tête comme elle est un peu grande au final, lorsqu'on va la caler là, il me faut 13 degrés, c'est ce que je vais utiliser comme angle. Et ben il va me falloir que je rajoute le morceau que j'aurais coupé au-dessus, en dessous. Je vais pas faire une scarf joint, parce que je préfère faire comme ça. Parce que c'est déjà plus compliqué, je trouve ça plus beau d'avoir... la jointure ici sans avoir aucune marque. Et comme je vais lui faire une volute spéciale, je pense que j'aurai pas de problème. Donc voilà, on prend du coup le template qu'on avait tout à l'heure, on le met au niveau du coup. On va quand même faire autre chose. On va dire que notre sillet il est à cette place là. Je vais mettre 5, un peu pour la marge. Hop. Youp.
Et du coup, je vais reprendre. Okay. Donc tout ça est approximatif. Hein. J'aurais limite pas besoin de prendre l'équerre, mais je préfère le faire au cas où. Voilà. On prend le template, on le met vraiment approximativement. Donc là, on aura la fin. Et là, à peu près au milieu, on a l'arrêt du truss rod. Donc ce sera pas vraiment le milieu, ce sera juste un petit peu plus loin. Mais le milieu servira à me signaler, comment dire, à peu près où je dois arrêter la fraise. Et donc au final, j'ai un petit peu plus loin pour mettre justement l'ancrage dans le manche, puisque je ferai une tranchée qui sera inclinée. Et après, je ferai un trou un peu plus gros pour que le truss rod rentre complètement dans le manche. En fait. Et donc, ce type de truss rod, c'est une des raisons qui fait qu'on a encore besoin d'avoir une volute quand le manche sort en fait, de la guitare. En fait, par exemple, les types Les Paul, ça va, mais dès qu'on va avoir un double cut, en fait, la fin du truss rod sera située avant le corps, donc on peut pas enlever la volute qui est en dessous, sinon on peut, si on fait le manche trop fin, on peut tomber sur l'ancrage en fait du truss rod. Donc voilà. Et donc on va faire ça. Donc là, ça nous donne la fin de la touche. Et là, je le fais un peu plus loin. Ça nous fera la fin de l'ancrage ici du truss rod. Donc normalement, on est à 6, donc je fais exactement 3, à peu près 3 on va dire. C'est 3. Donc, on tire un trait ici. Alors vous allez me dire peut-être pourquoi je commence le manche avant le truss rod. En fait, je préfère avoir une vue à peu près générale de ce que je vais faire pour être vraiment sûr que le truss rod ira bien dans la guitare, enfin dans la basse ici. Et donc je préfère mieux maximiser mes chances de tout bien faire. Et puis voilà. Donc en fait là ce que je fais c'est que là je suis arrivé à la fin de la touche, je ne peux pas le voir ici, mais là je suis arrivé à la fin de la touche. Et donc ce que je vais faire ensuite c'est essayer de tracer un peu plus loin jusqu'au microgras en fait, puisque même un peu après, puisque mes manches ils ont un tenon un peu plus long en général que les Gibson pour avoir un peu plus de de sustain et je sais plus comment on appelle ça, avoir un effet un peu plus comme les guitares qui ont un manche vraiment traversant. Mais comme j'aime bien un peu le côté manche collée, je fais un peu entre les deux. Donc ici on aura bien évidemment notre micro type EB que je dois construire. Hop. Là. Et donc ce qu'on va faire c'est je vais prendre le corps pour vraiment voir à peu près où ça va se placer sur le corps.
et comme ça à peu près déterminer la taille que qu'aura le tenon. Et ce qui sera aussi limité au fait que, comme là j'arrive à 58, je peux pas trop dépasser comme je fais un tenon complet, et donc il va prendre la forme du manche, je peux pas aller beaucoup trop loin parce que sinon, l'assise du manche dans le corps sera compliquée à créer en fait, la contreforme. Puisque au lieu d'être juste avec un angle, il faudrait après qu'elle devienne plate. Le corps est apparu comme par magie ici. Donc là, en fait, c'est un corps type que je fais, comme sur le F939, donc enfin, au moins dans la forme. Là, il y a des contours spéciaux que vous aurez pu voir, ou vous verrez dans une prochaine vidéo. Et là, du coup, je trace le centre, qui a été enlevé parce que j'ai fait un premier ponçage du corps, pour avoir une surface à peu près plate. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre 5 cm. Donc en fait, moi, tous mes pockets, comment on appelle ça, à l'endroit où le manche il va rentrer dans l'instrument, je fais tout à la main parce que il se peut que chaque manche, comme je l'ai fait à la main, ait des mesures légèrement différentes. Donc ce que je fais, c'est pour ça en fait que je finis pas la construction du cœur encore tout de suite, c'est qu'il va me falloir que j'ai le manche pour pouvoir faire la cavité pour rentrer le manche, et après faire la cavité micro, et après à partir de ça savoir où je place le micro aigu en fait. Donc voilà, je pourrais presque faire le micro aigu maintenant, mais je préfère avoir mon diapason bien placé direct et pouvoir dessiner ça quand j'aurai collé le manche en fait au final. Donc voilà, là j'ai mis 5 cm, c'est une mesure arbitraire parce que tous mes corps, que ce soit guitare ou basse, sur ce type de corps auront le manche qui arrivera à 5 cm à partir du centre en fait. Si vous voyez bien que d'un côté comme de l'autre c'est pas la même distance. Et donc là on va regarder ça. Alors c'est une mesure approximative hein, évidemment, et c'est pour toujours nous faire une idée de ce que ça sera. Et moi je conseille à tout le monde de faire ça et de vérifier très souvent. C'est ce qui va faire la différence, hein, surtout sur vos premières constructions. Après on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais comme ça vous pourrez voir tous les ajustements, ce qui va et ce qui va pas. Donc là déjà je me trompe. Donc en fait, comme sur les guitares de type Gibson en fait, la mesure oscillée et la mesure au niveau de la fin de la touche sont les mêmes. Donc là, moi je vais partir sur 44 qui va devenir presque 43 puisque quand vous défoncez, vous perdez en partie de la matière. Et là derrière, ce sera 58 en fait. Parce que je fais toujours ça. Je préfère avoir un peu plus large pour que les cordes soient sûres d'être bien alignées. Parce qu'avant, au début, je faisais des manches juste ajustées et je voyais que les chevalets, ça marchait pas des masses. Et à 1 mm près, on le sent pas forcément, et puis ça fait quand ma propre signature sur mes guitares, elles sont comme ça. Et puis voilà. Donc là, je vois à peu près ce que va donner le tenant. Donc comme c'est pas comme sur une guitare, il faudra que je le mesure à la fin, en fait en alignant les parties. C'est un peu plus compliqué sur une guitare enfin un truc de... Je vais y arriver. C'est un peu plus difficile sur un corps de ce type-là parce que sur un corps, par exemple de type Gibson Les Paul double cut, qui typiquement aura ce type de tenon complet, et le corps est droit au niveau où vous allez mettre votre manche, enfin l'insérer. Donc vous pouvez calculer exactement à l'endroit, au bord, la distance que vous aurez à ce niveau du manche et cette distance là. Ce qui est un peu plus compliqué sur ça puisque je dois prendre des approximations qui sont pas forcément heureuses. Donc là, ce que j'aurais dû faire avant et que je n'ai pas fait, de toute façon ça va me faire chier dans tous les cas, c'est tracer un peu plus loin le centre du manche.
Alors aussi, pourquoi faire ça et pas juste faire le manche et se dire bah voilà c'est bon, parce que en fait il faut que je récupère de la partie arrière du manche les ailes qui me serviront à faire la tête. Donc c'est pour ça qu'on prend généralement un peu plus long, sinon il faut avoir du wrap chez soi pour pouvoir réussir à faire ça. Donc comme vous le voyez là, je vais pouvoir à peu près aligner ça. J'aurais dû faire autre chose. Comme le manche n'est pas la bonne taille à ce niveau-là, je vais mesurer à 6,2 au lieu de faire ce que j'avais fait juste aux mesures. Donc on va voir 6,2. Alors si je fais ça, c'est que comme ça rajoute 1 mm de chaque côté par rapport au manche qui fait 6 cm de large, enfin la planche, ça me permet d'ajuster à peu près comme il faut, alors que si j'arrive avec exactement 6 cm, il se peut que je vois pas en fait les marquages que j'ai fait, puisque c'est exactement la même taille que le manche. Et donc ce qu'on va faire, c'est encore bête, on va reporter cette mesure. Ici, voilà. Et on va faire des petites marques pour pouvoir placer à peu près le manche tel qu'il sera. Alors après, quand vous refaites la même guitare et que vous connaissez déjà le principe, il n'y a plus de problème. Hein. Vous arrivez à faire ça comme bon vous semble, sans problème. Hein. Donc on est à peu près comme il faut. Hein. Pas falloir non plus. Hop. Hop. Donc vous pouvez pas trop le voir puisque vous n'avez pas l'autre côté. Et on a à peu près la distance qu'on aura de la tête jusqu'au bord du corps. Donc c'est pas très grand en fait, hein, comme c'est du diapason 30,5, ce sera à peine plus grand qu'une guitare, mais comme la tête est un peu plus large, ça donne au corps un effet beaucoup plus petit, hein, parce que en mesure, c'est à peu près le corps d'une Les Paul. Même si on va avoir quelques spécificités ici et là, par exemple la corne qui finit pas comme la Les Paul. Mais voilà, donc... Là vous pouvez avoir un aperçu à peu près de du coup la longueur de la basse. Comme je vous ai montré que vous ne pouviez pas le voir tout à l'heure, donc j'ai profité pour bouger un peu la caméra pour qu'on voit ça. Et du coup, après ça, j'ai du coup maintenant à peu près ce qu'il faut pour savoir la longueur que fera le truss rod au final du coup, puisque là j'ai fait dessiner un semblant de sillet, et donc je peux savoir à peu près à quelle distance je peux le mettre devant, parce que le problème des truss rods que vous achetez dans le commerce, vous pouvez pas les adapter exactement à la longueur que vous voulez. Donc si je veux qu'ils soient placés un petit peu plus loin, puisque comme l'angle est moins prononcé que sur une Gibson, je peux essayer de le placer un peu plus par ici, ou un peu moins, enfin on verra. Et du coup je peux dire que je veux l'arrêter par exemple ici, et donc avoir la tranchée qui va commencer par là. Voilà. Puisque en gros ce qu'il faut, c'est que lorsque vous serrez le truss rod sur la guitare ou la basse, il faut que le boulon, une fois rentré, la tige ne dépasse pas. Parce que sinon, quand vous allez serrer, vous allez pouvoir peut-être bloquer la clé. Bon, après il faudra vraiment beaucoup serrer, mais en général c'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Donc on va du coup mesurer ce qu'il faut et on va passer du coup à la découpe du truss rod et voir le filetage.
commencer à utiliser la filière, donc là j'ai un petit bout de tige qui sort, donc ça marche, mais comme ça met super longtemps et que j'ai pas, comment dire, des taux, disons des taux assez efficaces pour que ça marche, je suis en train de faire ça entre 2 planches de bois, et donc c'est un peu pas terrible. Donc voilà, hop, normalement il devrait y avoir assez pour pouvoir mettre notre ancrage, et donc on va voir ça tout de suite. Hop. Là. Youp. Et du coup, notre filetage American rentre parfaitement. Youpi! Voilà, donc ce sera bon. Après, il faudra soit que je soude le bout, soit que je le tape. Je crois que je vais faire un peu des deux. Taper et souder un petit peu. Après, il faudrait que je trouve une manière de poser verticalement pour pouvoir le taper sans abîmer le truss rod. Et donc, une fois qu'on va avoir ça, du coup, on va démonter notre super système. Je fais juste pour l'occasion, avec 2 tasseaux qui vont être un peu massacrés à cause de ça. Et hop. 2 serre-joints pour faire la pression de chaque côté du bout de bois. Et celui du milieu pour pouvoir maintenir la barre en position. Hop. Parce qu'en fait, ce qu'on cherchait, ce que je cherchais, c'est voilà, c'est coincer la barre là-dedans. Voilà. Et que ce soit tellement que le bois puisse tellement plus résister, tellement il est enfoncé, que ça sert bien. Et donc du coup on peut voir le début de notre joli truss rod qui se fait là. Voilà. Et du coup il nous faudra la longueur, donc qui va être sur notre manche. Donc voilà. Hop. Donc pour l'occasion je vais peut-être enlever la caméra de là-dessus. Yep. Donc comme vous voyez ici, on va avoir à ce niveau-là le truss rod qui va s'arrêter. Donc ça va être embouti derrière pour pas sortir, ou avec un petit peu de soudure. Et là, il va falloir que je le coupe par ici en fait. Un peu plus devant, voilà. Donc en fait le problème qu'on va avoir c'est faire le filetage d'une certaine façon, mais qui rentre pas quand même trop dans le manche, parce qu'en fait lorsqu'on colle, il arrive que comme on a un bout de bois, une cale en bois qu'on va mettre par dessus pour remplir la partie qui aura été enlevée, parce que comme le truss rod a un angle, et ben au-dessus, avant de rattraper la touche, il va falloir mettre une petite pièce, une grande pièce fine d'érable pour que ça puisse plaquer le truss rod au fond de la tranchée et que ça se passe plutôt bien. On va prendre notre petit bout de scotch, on va le mettre à peu près là où on veut que ça soit coupé, à peu près, hein, évidemment. Hop. Donc le nut, ça sera par là. Voilà. Hop, j'ai fait ma petite marque. Alors après, si c'est trop long, hein, si vous constatez que c'est trop long, utilisez, lorsque vous aurez monté le truss rod, si vous ne pouvez pas faire autrement, un outil Dremel pour poncer l'avant du truss rod. Ça sera un peu chiant, mais si ça marche, c'est cool. Enfin, ça marchera puisque je l'ai déjà fait sur une de mes guitares. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est le filetage va quand même légèrement rentrer dans le manche, mais pas trop non plus. Donc ce que je vais essayer comme technique cette fois, je pense que ça marche, c'est au niveau du filetage, au niveau de l'intérieur du manche, vous élargissez un peu la tranchée
que ce soit sur la tige que vous mettez par-dessus, que ce soit érable ou n'importe quoi d'autre. Et pour faire une espèce de cône, comme ça, la partie de la tige qui est filetée ne coince pas. Et en fait, ça permettra à votre truss rod de bouger plus facilement et pas avoir de problème de truss rod qui reste droit. Même si les réglages sur des truss rod comme ça sont pas fous, c'est quand même mieux que ça marche que plutôt que d'avoir un truss rod serré à fond. Surtout que ça modifie légèrement l'acoustique de la guitare. Donc c'est ça qu'il faut savoir lorsque vous réglez une Gibson. Il y a entre le réglage sonore, le mieux, et le réglage pour jouer le plus facilement. Donc il faut choisir un peu entre les deux. Donc j'ai ma scie à métal là. Je sais pas si j'ai foutu la lame dans le bon sens. Je pense que je m'en apercevrai vite si ça fait de la merde. Donc on va utiliser le même système que tout à l'heure. Du coup je fous mon manche par terre. Et je vais serrer ça. Alors, ce sera mieux. Est-ce que ce sera mieux comme ça? Ouais, c'est pas si bon que ça au final. Bon, je revérifie quand même. Hein, comme on a l'habitude. Je vais juste comparer un autre truss rod que j'ai pour vous montrer. Donc là, c'est un truss rod type Gibson, comment téflonné spécialement, justement pour pas avoir de problème avec certains restes de colle qui peuvent aller dans la tranchée. Alors j'ai déjà essayé de remplir de colle toute la tranchée, et c'est pas génial pour la guitare. Alors en théorie, c'est pas mauvais pour l'acoustique de remplir avec quelque chose la partie qui reste de la tranchée, parce que s'il y a un vide à l'endroit dans le truss rod, il peut taper, comme le font souvent les truss rod double action, et c'est pas très agréable. Donc il faudra forcément qu'il soit un peu serré pour plus bouger et plus se balader dans le manche. Mais le problème, c'est qu'il faut utiliser pour cela des matériaux un peu moins denses que la colle, par exemple Titebond, parce que le problème de Titebond, c'est que c'est tellement dur qu'en fait ça va remplacer votre truss rod en barre pour rigidifier le manche. Donc c'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc le truss rod sera beaucoup moins efficace juste parce que il pourra pas bouger dans le manche. Donc voilà, faites attention à ça. Et donc ce qu'on voit là du coup, c'est que le truss rod sera, normalement le truss rod s'arrête au niveau du scotch, sera un peu plus petit, mais pas beaucoup plus petit, parce que les basses à diapason 30.5 sont à peine plus grandes qu'une guitare. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le même corps que je ferai pour d'autres guitares, comme la prochaine qui devrait sortir. Si j'ai pas la flemme de faire d'aplanir les frettes, ce qui est... j'ai un peu la flemme de faire ça en ce moment. Donc on verra ça un jour, mais pas maintenant. Donc là je me fais mon système très précis pour faire... Alors je vais pas le mettre trop près non plus, hein. Faudrait pas que ça coince. Donc voilà, hein, ce qui est intéressant à faire ça,
c'est que vous pouvez voir avec pas beaucoup de matériel comment vous pouvez quand même faire une guitare. Là je fais mon truss rod, ce qui est très rare, mais en fait je l'ai fait moi-même parce que ça se vend virtuellement pas. Donc si un jour vous voulez un truss rod et que vous n'avez pas la flamme de le faire, bah, vous pouvez toujours me demander. Bien sûr, je testerai sur cette basse là si ça marche vraiment bien, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est une tige en acier vraiment à la fois flexible et assez dure pour ne pas se tordre. Une autre chose où il faut faire attention, par exemple, c'est lorsque vous faites, par exemple, vos manches type Fender, la tige, qui est légèrement plus fine, je crois, il faut qu'elle soit très bien rentrée, que, par exemple, il y ait juste l'espace pour mettre la tige, mais qu'elle rentre sans forcer, parce que, en fait, dans le principe, il faut que ce soit vraiment au moment où vous appuyez sur un bout de bois incurvé qui va faire, comment dire ça, bah, remplir le reste de la défonce enfin en cuvette, pour que comment le truss rod ait toujours envie de redevenir droit, en fait, comme si vous coupiez le manche et le truss rod reviendrait à sa position initiale qui est tout plat. Parce que moi, j'ai déjà forcé dans un manche un truss rod. Après, le métal n'était pas terrible non plus, et le truss rod n'a jamais voulu marcher de sa vie. Hein. Donc il faudra vraiment faire attention à ça. Ne forcez pas les choses, juste appuyez juste ce qu'il faut lorsque vous mettez la colle, et mettez vos serre-joints évidemment, mais ne pas forcer, par exemple au marteau, un truss rod à trouver la forme qu'il doit avoir dans un manche. Alors ici, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, ce que je vais faire, c'est truss rod type vintage. Donc, le placement dans le manche sera différent d'un truss rod moderne, dans le sens où il n'y aura pas de courbure dans le truss rod dans le manche. Parce que Gibson récemment, même s'ils utilisent toujours le même type de truss rod qu'avant, et bien maintenant, ils font comme Fender, ils le font déjà avec une tendue en fait. Lorsqu'on la courbe, la tige est plus tendue, on va dire qu'il y a plus de force qui est appliquée dans le manche, et donc ça aide grandement lorsque le truss rod est serré. Donc je vais scier, je sais pas pour combien de temps j'en ai, et surtout dans la position où je suis. Alors c'est marrant, en fait je suis encore le plastique. Donc voilà, on a notre petit truc. Hop. Alors donc en fait j'ai fait ça, en fait un peu limer les bords, parce que le filetage est un espèce de filetage qui est un peu moins de 4 mm. Sur une tige qui en fait 5. Donc pour favoriser le départ du filetage, c'est mieux de l'aider à le faire. Alors après, si vous avez un peu des a priori sur utiliser ça, pour vous-même, vu comment c'est fait, en fait, même si vous le rentrez de travers, il va tout de lui-même se remettre droit, en fait. Le début du filetage sera un peu bousillé, mais c'est généralement pas ce qui est important sur un filetage, c'est vraiment d'avoir la course qui est bonne. Puis au pire, vous le faites un peu plus long, et vous reponcez le bout. Donc c'est là que ça va être le plus critique.
Donc l'intérêt juste d'avoir ce genre d'installation, c'est qu'en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que dès qu'il y avait trop de force qu'elle est dans la filière, la barre glisse. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est que du coup, vous savez à quel moment, puisqu'en fait, pour faire un pas de vis comme celui-là, pour faire une vis comme ça, il faut aller en avant et après revenir en arrière pour couper un peu l'arrière du filetage en fait, et du coup ça va enlever les morceaux de métal qui sont en trop. Donc en fait il faut faire une partie un peu en avant comme ça, hop, et revenir en arrière, et on entend que ça coupe les parties, voilà, et c'est bon. Voilà, donc je vais le faire encore une ou deux fois, voilà, et là on va entendre que ça craque, et donc c'est bon. Et voilà ce qu'il faut dessus pour voir si ça marche. Hop. Du coup, on va mettre la demi-lune. Vous allez avoir deux crochets derrière, c'est le sens où il faut le mettre contre la guitare. Voilà. Vous voyez que ça rentre bien pour 5 mm. Si c'était pas rentré, j'ai un peu pleuré ma race. Et donc le filetage ici, qu'il faudra certainement un peu vérifier. Parce qu'il est un peu juste crado là, il faut un peu le nettoyer. Voilà la vis, quand on visse ça nettoie un peu. Et puis voilà. On a notre Crossroad d'EBF 01 qui est prêt. Donc, si vous voulez voir, hop, non, plutôt ici. Voilà. Ah, il veut pas. Non, là, je te dis. Voilà. Donc normalement il doit être dans cette position là quand vous le voyez sur votre guitare. Normalement le filetage ne doit pas être complètement sorti, et c'est la position parfaite, et du coup j'ai mon petit truc là, voilà, qui est bien, et toute la longueur du Crossroad, et notre Crossroad basse est censé être fait. Donc après, pour qu'il soit en action, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ça, il va falloir notre petite tige, lame d'érable de 0,5 cm qu'on va genre mettre après que le Crossroad soit mis avec un angle, qu'on va mettre par dessus et qu'on va araser. Et donc normalement moi ce que je fais, c'est que j'utilise une fraise de 0,4, mais comme je la passe plusieurs fois, le trou finit par faire 0,5. Et donc c'est parfait pour ce type de Crossroad. Et donc c'est cool. J'espère que ce sera à peu près utile. Bon, peut-être que les angles de caméra sont un peu pourris. Laissez-moi en commentaire votre avis là-dessus, et bien évidemment, comme j'en ferai d'autres, si vous voulez des explications plus claires, avec le temps ça arrivera, et ben vous pouvez les demander, parce que je ne vais pas refaire tout le temps les mêmes vidéos, ce serait un peu de l'arnaque. Donc voilà, ce sera sûrement la partie 3 de construction de BF 01. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.